vous remarquerez qu'il y a son petit-fils, Denis Omar Bongo, qui a donné 30 millions. Mais pourquoi il a donné 30 millions? Parce qu'il est responsable de la compagnie Averna. Averna qui s'occupe du ramassage des poubelles, de l'assainissement des villes. On se rend compte que ce n'est pas fait. Donc, comme on dit, on peut tout fuir, sauf sa conscience. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Vous êtes sur les antennes de TLR TV. Je suis Georges Goma pour Perspective et Prospective, le Congo, la Renaissance. Ces derniers temps, il y a une saga d'informations sur les finances et l'économie au Congo-Brazzaville. Ces derniers temps, qu'il s'agisse de la toile, qu'il s'agisse des journaux internationaux, on n'a pas arrêté d'entendre cette histoire du siphonnage des deniers publics au Congo-Brazzaville. Et d'ailleurs, le 20 mai passé, 3 leaders de l'opposition congolaise, M. Clément Mirassa, M. Jean-Pierre Anyangoy, M. Enda Diogène Seni, ont pris la parole pour une conférence de presse à la Semaine africaine à Brazzaville pour dénoncer ce siphonnage, ces détournements des fonds publics au Congo-Brazzaville. Et tout récemment d'ailleurs, on vient d'entendre que le Fonds monétaire international vient encore d'accorder une somme d'argent au Congo-Brazzaville. On vient d'entendre par la voix du Premier ministre, M. Anatole Kouliné Makosso, qui répondait à une question à lui poser sur le Congo émergent en 2025, le Premier ministre a souligné ce qui suit, qu'ils vont faire un rattrapage sur les 4 ou 5 ans qu'a duré la crise économique au Congo depuis 2014 pour renvoyer cette émergence du Congo-Brazzaville en 2030-2031. Des propos complètement risibles. Mais qu'à cela ne tienne, il y a un problème réel au Congo-Brazzaville, c'est que les fonds publics sont siphonnés par le régime en place. Nous allons continuer à en parler pour que les Congolais puissent savoir clairement ce qui est fait, n'est-ce pas, de leur patrimoine financier et de leur patrimoine économique. Et pour en parler, nous avons le docteur, une fois de plus encore, le docteur Aimé Césaire Miakasissa, qui est un habitué, n'est-ce pas, de notre antenne, et qui va nous éclairer. D'ailleurs, le docteur Miakasissa écrit beaucoup. Il écrit beaucoup, vous avez les uns et les autres, presque chaque semaine, vous êtes tombé sur un article du docteur Miakasissa, et donc qui est bien au fait de ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Avant d'aller plus au-devant dans cette émission, nous allons accueillir le docteur Miakasissa. Bonjour, docteur Miakasissa. Bonjour, cher ami Georges Goma. Merci pour l'invitation. Ben, c'est nous qui vous remercions d'être toujours disponible chaque fois que nous vous appelons. Voilà. Avant toute chose, le docteur Miakasissa, vous êtes médecin. Il se passe en ce moment un problème de santé publique très grave au Congo-Brazzaville. On nous signale une épidémie de Shigellose. Alors, docteur Miakasissa, vous êtes médecin de votre État. Pouvez-vous nous dire exactement ce qui se passe? Combien y a-t-il de victimes désormais? Et quelle est l'attitude du gouvernement par rapport à ce qui se passe à Dolisie? D'abord, une pensée pour nos frères et sœurs de Dolisie qui souffrent de cette maladie diarrhéique, qui est, il faut le dire, qui est une maladie diarrhéique qui est due à des mauvaises conditions d'hygiène, parce que vu le niveau de vie de la population congolaise, le peuple congolais est dans un état de précarité extrême.
dû à beaucoup de choses, le manque d'eau potable, l'absence d'évacuation d'eau usée, l'amoncellement des tissus qui ne sont pas ramassés, l'absence de latrines adéquate. Donc, tous ces problèmes font que nous nous retrouvons face à des pathologies que l'on retrouve dans des pays en voie de développement et en zone tropicale. Donc, la shigellose, la salmonellose ou la fièvre typhoïde et le choléra sont des maladies que l'on trouve de façon permanente au Congo-Brazzaville. Mais de temps en temps, il y a ce qu'on appelle des épidémies, c'est-à-dire qu'il y a un nombre de cas regroupés dans une certaine contrée qui flambent et qui créent ce drame que nous vivons. Donc, nous souhaitons prompte guérison à nos compatriotes de Dolisie si effectivement ils sont bien pris en charge, comme cela devrait l'être dans notre pays. Mais, docteur, je l'entends très très bien, mais est-ce que Dolisie, je ne pense pas que Dolisie soit le seul endroit au Congo qui souffre de problèmes de salubrité. Quand on voit certaines villes inondables où évidemment tout est inondé partout et donc les fosses septiques également sont inondées et les gens vivent là-dedans, Dolisie, à ce que je sache, n'est pas l'une des villes les plus sales au Congo-Brazzaville. Oui, c'est pour ça que j'ai dit que ce sont des maladies qui sont là toute l'année. Mais des fois, il y a des foyers qui émergent, qui font que, comme par là, par exemple, c'est Dolisie où on a des cas de Shigellose. N'oublions pas qu'en 2013, il y avait une flambée de choléra. Le choléra est endémique. Quand on dit endémique, ça veut dire que toute l'année, on peut avoir le choléra. Il y a eu une épidémie de choléra à Pointe-Noire. Et n'oublions pas que Pointe-Noire et Brazzaville sont classés parmi les deux villes les plus sales d'Afrique. Donc, ça nous pose un problème au niveau de l'environnement. L'environnement, ce n'est pas seulement aller chercher les fonds pour le réchauffement climatique ou pour la transition énergétique, mais il y a aussi ça, la salubrité, le ramassage des ordures. Il y a beaucoup de choses qu'il faut mettre en place. Et surtout, le problème qui se pose au Congo, c'est le problème d'accès à l'eau potable. La grande majorité de la population n'a pas accès à l'eau potable. Nous avons des puits, mais l'eau de ces puits-là n'est pas contrôlée parce que nous n'avons pas un système d'adduction d'eau potable où dans ces centres, on peut analyser bactériologiquement la qualité de l'eau. Et deuxièmement, aussi se pose le problème de délestage. Mais comment voulez-vous conserver des aliments qui doivent être conservés au réfrigérateur si vous n'avez pas d'électricité? Voilà, en gros, cette combinaison de facteurs d'insalubrité et puis de conditions de manque de conditions d'hygiène qui font que aujourd'hui on se retrouve à Dolisie avec cette épidémie. Mais n'oublions pas que tous les jours il y a des gens qui font c'est une maladie diarrhéique mais avec des selles sanglantes. Donc on appelle des maladies dysentériques. Donc il y a la salmonellose, c'est-à-dire que la fièvre typhoïde, il y a la shigellose, il y a la l'amibiase, et puis il y en a d'autres. Mais là, c'est beaucoup plus la shigellose. Est-ce qu'on peut avoir une idée du nombre des personnes qui sont décédées ou bien des victimes de cette maladie? Actuellement, on parle de 2000 victimes. Alors, je ne connais pas le nombre de décès, mais ce qui nous étonne, c'est que dans un pays comme le Congo de 5 millions d'habitants, quand une épidémie frappe 1000 personnes, c'est assez nombreux. Mais le chef d'État aujourd'hui, M. Denis Sassou Nguesso, est au Rwanda. Docteur Biakassissa, oui, c'était en fait, je venais une question là-dessus. Avant de parler du président de la République qui est au Rwanda, alors, quelle est la posture adoptée par le système de santé au Congo, la gouvernance de la santé au Congo? Quand il y a des pics épidémiques qui apparaissent comme ça, en principe, il y a la mobilisation, n'est-ce pas,
des experts de la santé au Congo-Brazzaville, ça c'est un fait. La deuxième chose, on a constaté également qu'il y a une liste qui circule sur la toile des personnes qui contribuent en argent, à commencer par M. Denis Sassou Nguesso que vous avez évoqué, qui a mis je ne sais pas combien de millions là-dedans. Est-ce que c'est une bonne approche pour combattre un problème aussi grave? Est-ce qu'il appartient aux individus de cotiser pour régler un problème de santé publique? Je pense, là, le problème qui se pose, c'est que nous n'apprenons pas de nos catastrophes. Revenons en arrière, le 4 mars 2012, nous avons été surpris en voyant les tas de délabrement dans lesquels était l'État congolais quand il y a eu cette explosion à Pila où il a fallu faire venir des ambulances de la RDC. Mais après, qu'est-ce qu'on a mis en place? On a mis en place une ligne budgétaire de 250 millions de francs CFA pour répondre aux ripostes face aux catastrophes naturelles. Donc, cet argent 2013-2023, ça fait à peu près 2,5 milliards. Donc, c'était pour mettre en place des structures où on achète du matériel, on peut acheter qu'on appelle ça, les solutés, faire la formation des brancardiers, des infirmiers, des médecins qui travaillent, mais en pareille circonstance, on les fait revenir pour les déployer au niveau de la ville de Pointe-Noire. Mais je ne pense pas que ça a été fait. Vous savez pourquoi? Parce que quand cette ligne budgétaire qui existe dans le budget du ministère de la Santé, en 2013, c'était 250 millions d'euros. Mais s'il n'y a pas de catastrophe, le ministre, le 30 décembre, il va retirer cet argent, puisque ça sera reconduit l'année d'après. Mais sans pour autant mettre en place les structures qu'il faut, assister du matériel. Parce qu'un gouvernement ne doit pas être dans la réaction, on doit être dans l'action, on doit être proactif. Voilà, mais c'est ce qui se passe, c'est ce que nous ne faisons pas. Nous agissons au coup par coup. Et là, je veux bien que le poste de ministre de la Santé, c'est normal, que ce soit un poste politique, on peut le mettre qui on veut. Mais dans les pays comme les nôtres, je pense que pour sortir un peu ce système de l'agonie dans lequel il se trouve, ce système, il faut que nous ayons quand même un ministre qui ait une compétence métier pour qu'il soit proactif, qui ne lise pas que les fiches. Ça, c'est important. Ça. Je vous parlais d'une anecdote en 2013, à Pointe-Noire. Mais n'oubliez pas le fond de ma question, quand même, docteur Miakassissa. Hein? Laquelle? Mais écoutez, l'argent, est-ce qu'il appartient aux gens de cotiser de l'argent pour régler un problème de santé publique? Mais M. Denis Sassou Nguesso qui est en vadrouille, je ne sais où. Mais ce que je vous dis, le gouvernement a fait les choses. On a mis en place une ligne budgétaire qui devait servir à la réponse des catastrophes naturelles. Mais quand l'État est défaillant des populations, qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas laisser nos frères et sœurs de crever parce que l'État n'arrive pas à venir en aide à ces populations. Ce n'est pas leur rôle, mais si le font, c'est bien. On ne peut que l'encourager. Mais bon, ce qui est gênant, c'est que ce soit M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, qui est pratiquement chef du gouvernement parce que bon, ben, c'est lui qui a tous les pouvoirs au Congo-Brazzaville, parce que nous sommes dans une dictature qui a tous les pouvoirs au Congo-Brazzaville, qui donne 10 millions de francs CFA. Et vous remarquerez qu'il y a son petit-fils, Denis Omar Bongo, qui a donné 30 millions. Mais pourquoi il a donné 30 millions? Parce qu'il est responsable de la compagnie Averna. Averna qui s'occupe du ramassage des poubelles, de l'assainissement des villes. On se rend compte que ce n'est pas fait. Donc, comme on dit, on peut tout fuir, sauf sa conscience. Mais c'est sa conscience qui nous pousse à donner 30 millions. Puisqu'il sait que l'argent qu'il a reçu, le contrat qu'il a signé pour le ramassage des ordures ne se fait pas, et on se retrouve avec une catastrophe sanitaire.
Il va se dédouaner plutôt que de se présenter devant la loi, je peux le dire de cette manière-là, puisque si on lui a donné, n'est-ce pas, cette responsabilité de veiller à la salubrité dans le pays et qu'il y ait ce genre de catastrophe, on doit en principe répondre de sa responsabilité, non? Plutôt que encore cette manie-là, n'est-ce pas, de manipuler de l'argent comme ça, là, tout le temps, on manipule l'argent comme si l'argent pouvait racheter tout et acheter tout. Mais il faut pas être naïf. Vous savez qu'au Congo-Brazzaville, la famille présidentielle est au-dessus des lois. Parce que M. Denis Sassou Nguesso incarne le pouvoir exécutif, législatif, judiciaire, économique, tout ce que vous voulez. Donc, bon, mais ils sont au-dessus de la loi. Mais on ne peut que le déplorer. Moi, je ne jetterai pas la pierre à ceux qui viennent en aide à nos compatriotes de Dolisie, mais ça montre tout simplement la défaillance de notre gouvernement et du ministère de la Santé qui est inscrit aux abonnés absents. Parce que on n'a pas pu prévoir dès le départ ce budget existe. On aurait pu mettre en place une structure de riposte à ce genre de catastrophe. Ces gens auraient pu agir le plus rapidement possible. Et n'oublions pas que M. Denis Sassou Nguesso a promis des hôpitaux, et 12 hôpitaux dans 12 départements. Ils sont où? Et ces médecins qui ont été formés à nos frères, nos confrères qui ont été formés à Cuba sont où? Et nos frères qui sont sur place sont où? Donc, il y a un flou complet. L'anecdote de 2013, c'est qu'il y a eu une épidémie de choléra à Pointe-Noire. Bon, l'épidémie de choléra, en gros, les gens perdent beaucoup d'eau, parce que c'est une diarrhée cholériforme. Les gens perdent beaucoup d'eau. Et qu'est-ce qui s'est passé? On n'avait pas de soluté pour pouvoir réhydrater ces patients. Mais par contre, le ministre précédent avait commandé du matériel qui se trouvait à la douane. Et dans ce matériel, il y avait des solutés. Il eût fallu que ce soit un travailleur du port autonome de Pointe-Noire qui sache qu'il y avait ce conteneur pour qu'il avertisse un responsable du ministère pour qu'on aille chercher les solutés pendant que les gens étaient en train de mourir. Mais, voilà comment fonctionne le Congo. Docteur Miakassissa, vous parlez des solutés, mais si ma mémoire est bonne, je pense qu'il y a une usine, n'est-ce pas, de fabrication de solutés au Congo-Brazzaville. Monsieur Denis Sassou Nguesso en avait fait état en rapport avec Edith Lucie Bongo, paix à son âme, et qu'il s'était engagé, n'est-ce pas, à mettre sur pied, une usine de fabrication de solutés. Qu'en est-il de cette affaire-là? Les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Vous savez, M. Denis Sassou nous a promis beaucoup de choses. L'autosuffisance alimentaire d'ici à l'an 2000. Nous, on est en 2023, on n'a toujours pas d'autosuffisance alimentaire. Hein, le chemin d'avenir, tout ce que vous voulez, la nouvelle espérance, ensemble allons sur les chemins caillouteux. Mais il y a eu plein de slogans, mais au fond, il n'y a rien. Rien n'est fait. Bon. Donc là, on parle d'efficience par rapport à ce qu'on a eu et par rapport à ce qu'on fait. Le bilan est si tenu qu'il est vraiment difficile d'en parler. Bon, il faut savoir quand même, docteur Miakassissa, quand nous posons ce type de questions, ce n'est pas que nous soyons naïfs. Ce n'est pas que nous soyons naïfs. Nous savons bien ce qui se passe au Congo-Brazzaville, mais cette émission, vous le savez très, très, très bien, a quand même une vertu pédagogique. On aimerait qu'elle ait une vertu pédagogique. C'est quand même de faire comprendre aux Congolais où est-ce qu'ils en sont et comment fondamentalement ils doivent recouvrer leur souveraineté par rapport à ce qui leur revient de droit. Alors, donc, quand on voit, bien sûr, les gens ont le droit de cotiser, ils ont le droit de cotiser face à une situation comme ça. Le citoyen congolais a le droit de cotiser. Mais une fois qu'on l'a dit, on voit bien encore la liste qui caracole en tête. Ce que nous voulons, c'est que les gens comprennent l'ironie de l'affaire. Vous voyez? Qu'ils comprennent l'ironie de l'affaire, au fond.
un gouvernement, je pense, joue à des fonctions régaliennes. Si chaque fois qu'il y a une situation au Congo-Brazzaville et que les populations qui sont déjà soumises à un régime très, très, très sévère doivent cotiser pour résoudre le problème, alors que le gouvernement qui est là, qui brasse beaucoup d'argent, ne fait rien, il y a quand même un problème. Ah non, mais il y a un gros problème, parce qu'il faut dire au peuple congolais, nous n'avons que les dirigeants que nous méritons, parce que ça ne devrait plus, ça ne devait pas nous surprendre ce qui est arrivé. Si on avait appris des leçons de la catastrophe du 4 mars 2012, si on avait mis en place ces structures de riposte vis-à-vis de ces crises sanitaires, on n'en serait pas là. Voilà. Mais il y a aussi un problème d'aménagement du territoire, il y a aussi un problème d'environnement. Nous revenons toujours au problème de l'eau potable. Vous savez que l'une des plus grosses causes de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans, ce sont les maladies diarrhéiques. Voilà, ce sont les maladies diarrhéiques. Pourquoi? Parce que l'eau n'est pas potable. C'est pas une ironie. Vous savez que en Occident, une femme qui a par exemple le VIH n'allait pas. Mm-hmm. Ce qu'elle peut transmettre. Mais en Afrique, on permet à ces dames d'allaiter. Pourquoi? Parce que si elle n'allaite pas et qu'elle donne l'eau du biberon, l'eau pour le biberon qui est contaminée, ben, l'enfant va encore mourir d'une maladie diarrhéique. Vous comprenez? Vous voyez un peu le paradoxe? C'est ça. Très bien. Merci. Avons, merci. Allez-y, allez-y. Je pense que vous avez quelque chose avant de passer à autre chose. Nous avons un gros problème qui ne doit pas seulement être un problème de santé publique, qui doit intéresser beaucoup plus de ministères que le ministère de la Santé. Très bien, très bien. Alors, revenons donc ce qu'il y a au creux, n'est-ce pas, de notre échange qui est en rapport avec la manière dont les finances du pays sont gérées, la manière dont l'économie du pays est menée. Je reprends encore textuellement les propos du Premier ministre que j'ai annoncés au début de notre émission. Voilà, répondant à une question, je crois qu'au Sénat, ou peut-être la Chambre basse, je ne sais plus, voilà ce que déclare M. Anatole Koliné-Makosso. Nous allons récupérer les 5 à 6 ans perdus par les crises économiques, financières, puis sanitaires, qui se sont enchaînés entre 2014 et 2021. Et s'il y a un différé, l'émergence sera constatable en 2030 ou en 2031. Quel est votre point de vue sur ce que dit le Premier ministre de la République du Congo à ce propos? N'oublions pas que M. Denis Sassou Nguesso avait daté l'émergence du Congo en 2025, c'est-à-dire que le Congo serait à l'image de Dubaï, par exemple, des Émirats, en tant que tel, parce que ce n'est pas des moyens de cette émergence qui manque en réalité. Et nous reviendrons un peu sur des chiffres qui ont voltigé comme ça, là, par rapport à la finance et l'économie du Congo-Brazzaville. Le point de vue du Premier ministre, d'après vous. Vous savez que la politique du PCT a toujours été la propagande, c'est politique d'illusion. Donc, en quoi consiste le concept d'émergence? Si émerger, c'est sortir la tête de l'eau, ben, pour le moment, c'est encore loin. Mais c'est un travail de tous les jours. Ça ne peut pas se décréter 2025, on n'a rien fait. Maintenant, c'est 2030. C'est la politique de l'illusion, toujours. On nous fait miroiter quelque chose qu'on n'aura pas. Vous comprenez? Là, maintenant, on nous dit 2030. Mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec tout ce qu'on a? Et là, aujourd'hui, M. Denis Sassou Nguesso, au lieu d'avoir un peu d'empathie pour la population de Dolisie, prend toute sa famille et se rend au Rwanda pour 3 jours. Mais pourquoi faire? Parce qu'il y a quand même une crise importante.
Il y a des Congolais qui meurent. Je ne sais pas si je ne connais pas le nom, mais il y a des Congolais qui meurent. Ils devaient quand même se déplacer, ou le Premier ministre se déplacer sur place pour apporter la solidarité de la nation vis-à-vis de nos compatriotes qui souffrent. Mais ça n'a pas été fait parce que ces gens n'ont pas d'empathie. Pour eux, le Congo-Brazzaville est comme un casino. On arrive, on joue, on prend de l'argent, on va le dépenser ailleurs. Voilà comment ça se passe au Congo. Donc, Il faut signaler aussi qu'il y a un intérêt assez marqué porté à la luxure, hein, ce que j'appelle la luxure, moi, hein, à passer le temps à festoyer, à ne pas en finir. Et là, on voit très bien qu'il y a encore un autre mariage qui se prépare du fils Omar Bongo Ondimba, qui se prépare allègrement. Et tout le monde est à pied d'œuvre. Et entre-temps, évidemment, cette question qu'on venait d'évoquer à Pointe-Noire, on ne fait aucun cas là-dessus. oui, mais bon, ça c'est un peu leur vie privée. Mais la vie privée, attendez, d'accord, la vie privée d'un homme, oui, mais des hommes publics. un gouvernement en charge la politique d'une nation. Il y a des fonds qui existent, qui doivent être alloués aux objectifs pour qu'on puisse traduire ces objectifs en action. On a pu faire des projets au Congo qui ont abouti. Les Congolais travaillent, mais il y a l'impunité. Il y a une impunité au Congo. Les gens font ce qu'ils veulent avec l'argent public. Et c'est ça qui est dramatique. Quand on voit bien. Comment vous expliquez cette impunité-là, docteur, quand même? Est-ce que cette impunité est inscrite, n'est-ce pas? Cette impunité, c'est. Comment te dire? Cette impunité, elle est politique, c'est pour la conservation du pouvoir. Je vais vous donner le cas de la municipalisation accélérée du pool. 531 milliards de francs CFA. Le président du comité d'organisation, c'est M. Isidore Mbouba. Donc, ça correspond à peu près à 815 millions, donc disons 816 millions d'euros. Comme M. Sassou va à Pointe-Noire, quand il a parlé du goût du sang, la langue qui se blesse, qu'est-ce qu'il a dit? Le taux de réalisation de projet, 30%. Mais où sont partis les 70%? 70%, oui. Vous pensez aujourd'hui que M. Mbouba, c'est un homme politique qui peut tenir tête à M. Sassou? Et il est pris dans la masse. C'est un système qui est mis en place pour qu'il y ait des obligés. Donc, tous les notables du pôle qui ont fait partie du comité d'organisation de la municipalisation accélérée du pôle sont à la merci de M. Denis Sassou Nguesso. Vous savez pourquoi? Parce qu'au Congo-Brazzaville, les Congolais travaillent bien. Ils savent faire des rapports. Mais quand on fait les rapports, on n'en fait qu'un seul. Et celui qui a le rapport, c'est M. Sassou, qui sait qui a fait quoi. Voilà. Donc, c'est du clientélisme. On se crée une clientèle politique pour donner l'illusion d'une démocratie, d'une nation unie au Congo. Parce que les gens volent, mais ils sont impunis. Mais quand c'est comme ça, qu'est-ce que vous faites? Vous vous rangez du côté de M. Denis Sassou Nguesso. C'est ça. Alors, docteur Miakasissa, j'aimerais tant aussi que dans vos réponses, vous vous adressez aux Congolais, là. Que vous adressez aux Congolais. Pourquoi je le dis? Parce que, bon, à un certain moment, ces Congolais aussi vont trouver que nous revenons toujours sur les mêmes choses. On l'a dit, on l'a redit, qu'ils sont là en train de siphonner l'argent public, de détourner l'argent public, de voler l'argent public. Voilà l'expression même, c'est cette expression qu'il faut utiliser assez régulièrement parce que c'est une expression que tout le monde comprend très bien. Quand on vole, c'est-à-dire qu'on s'accapare de quelque chose qui ne vous appartient pas. Et quand on s'accapare de quelque chose qui ne vous appartient pas, en principe, la loi doit sévir, vous devez aller en prison. Alors, une fois, est-ce que vous avez l'impression que les Congolais comprennent un peu ce qui se joue dans leur pays? Est-ce qu'ils comprennent ce qui se joue? Les Congolais comprennent ce qui se joue. Là, récemment, il y a eu un mouvement de la jeunesse. Vous savez, c'est une jeunesse qui a été abandonnée, mais qui est quand même responsable, qui comprend les choses. C'est-à-dire que
ce n'est pas à eux de payer l'augmentation du prix de l'eau, de l'électricité et de l'essence, mais c'est aux membres du PCT qui ont volé cet argent, il faut qu'ils le ramènent dans le pot commun. Mais n'oublions pas que le Congo n'est pas une démocratie. Nous ne pouvons pas manifester. Le Congo est une dictature. Et en face, nous avons des gens qui sont arrivés au pouvoir par la force des armes. N'oublions pas que c'est pas. Dans un des articles, j'ai parlé de la Ligue du Nord. On m'a traité de tribaliste. Je tiens à dire que je ne suis pas tribaliste. J'ai travaillé au cabinet du président Denis Sassou Nguesso, et ceux qui m'ont mis le pied à l'étrier, qui m'ont montré l'importance de l'administration d'être au service du peuple congolais, ce sont des confrères, des compatriotes du Nord. Notamment, je vais citer deux, Eboudi Grégoire, qui était le chef de cabinet d'AESA, et le directeur de cabinet du ministre Ibovi, Jean-Philippe Ngakoso. Ce sont ces gens-là qui m'ont encadré, qui m'ont dit voilà comment fonctionnent les structures, voilà comment doit fonctionner l'État. Voilà. Mais à un moment, il y a eu une certaine impunité. Les gens se disent nous sommes au pouvoir, nous allons y rester. Quand le ministre des Hydrocarbures dit en lingala, je traduis en français, nous n'avons pas encore fini, nous allons y rester, mais ce n'est pas la démocratie, ça. Vous comprenez? Bon, écoutez, là bon, évidemment, j'ai bien vu passer votre article sur la Ligue du Nord, c'est de vos mots et les réactions qui s'en sont suivies sur la toile. Et quand on voit la toile, on a intérêt à la toile. Hein, on a intérêt à la toile parce que les Congolais se retrouvent sur la toile. Ils ont trouvé un espace de liberté pour s'exprimer. Et l'expression des Congolais sur la toile, c'est quelque chose de très, très important. C'est le peuple qui parle. Alors, on reviendra certainement avec vous, le docteur Miakasissa, autour de votre article dont vous parlez de la Ligue du Nord. Et ça nous permettra également d'entoncher sur cette thématique-là aussi. Mais revenons un peu sur la question purement économique et financière pour bien faire comprendre aux Congolais qu'ils sont très riches et surtout qu'ils ont des droits sur la richesse de leur pays et qu'ils saisissent très bien ce qui est fait de la richesse de leur pays qui est siphonné par des personnes dûment identifiées qu'ils connaissent et qui leur appartiendra certainement aussi de prendre leurs responsabilités en main d'une manière ou d'une autre. Là, vous avez évoqué, par exemple, le Fonds monétaire international. Le Fonds monétaire international, à côté aussi, sa sœur qui est la Banque mondiale. Vous avez évoqué les institutions de Bretton Woods, qui sont évidemment, qui ont été mises en place après la Deuxième Guerre mondiale à Bretton Woods, à côté de Washington. Alors, quand on voit comment est-ce que le FMI se comporte par rapport au Congo-Brazzaville plus particulièrement, ils ont des experts qui ont l'expertise de bien suivre les circuits de la finance internationale et ils savent très bien où passe l'argent du Congo-Brazzaville. Comment peut-on comprendre? Et je vais m'arrêter par là sur cette question-là, mais je vous donne quand même ces éléments-là. Il y a une certaine année, il y avait un certain monsieur Moussa Yaya, pour ne pas le nommer en tant que tel, qui était le chef de mission du FMI au Congo-Brazzaville et qui, du coup, est devenu aussi partisan, n'est-ce pas, de cette escroquerie économique. Alors, comment peut-on comprendre une grosse institution comme le Fonds monétaire international qui continue à copiner avec le régime kleptocrate et voleur comme le Congo-Brazzaville, à lui accorder encore de l'argent, tout en sachant qu'en 2010, il y a eu l'initiative PPTE quand même, où presque toute la dette du Congo a été enlevée, le Club de Paris, le Club de Londres, le FMI, la Banque mondiale, tout le monde, n'est-ce pas, a allégé la dette du Congo-Brazzaville. Et qu'on se retrouve encore là-dedans. Oui, mais vous avez fait un peu l'exégèse de tout. Vous avez parlé de tout ce dont je voulais parler. Mais les Congolais ont une mauvaise image
FMI et de la Banque mondiale, deux institutions créées pour réguler la finance mondiale et pour mettre fin à la pauvreté. Mais on s'est rendu compte qu'ils ont dérégulé l'économie au profit des Occidentaux pour mettre les pays africains la tête sous l'eau et pour pouvoir piller leurs richesses. Et dans le même temps, il y a eu un accroissement de la pauvreté. Je vais vous donner un exemple. En 2012, je suis à Brazzaville. Le Congo a un excédent budgétaire de 1000 milliards de francs CFA. Et vous savez ce qu'ils ont fait? Ils sont allés emprunter 12 millions à la Banque mondiale. Attendez. Avec des excédents déjà dans leur budget. On a 1000 milliards d'excédents, mais on va emprunter 12 millions à la Banque mondiale. Mais on rajoute de la dette à la dette. Et ce n'est pas eux qui vont payer, eux, ils s'en foutent. Parce que eux, ce qui les intéresse, c'est les 1000 milliards qu'ils ont, ils vont les mettre dans la compte. Mais là, aujourd'hui, le FMI qui arrive, qui donne 43 milliards, non, 43 millions de dollars américains au gouvernement du Congo-Brazzaville, soi-disant, pour avoir réalisé une partie des 48 recommandations du FMI. Augmentation du prix de l'eau qui impacte la population, de l'électricité qui impacte la population, de l'essence qui impacte la population, du ciment qui impacte la population. Voilà. Et la mesure phare qui aurait pu permettre de découvrir les réseaux, les systèmes d'évasion fiscale, l'audit de la SMPC, n'a jamais été fait. Ça fait partie des recommandations du FMI. L'audit de la SMPC. Pourquoi M. Sassou refuse toujours qu'on fasse l'audit de la SMPC? C'est parce que c'est la vache à lait de la famille Sassou Nguesso. Quand M. Denis Christophe Sassou Nguesso s'est retrouvé avec 50 millions d'euros, quand on a mis en évidence qu'il avait détourné 50 millions d'euros, 50 millions d'euros venaient de la SMPC. Donc, on est en train d'asphyxier le peuple congolais par des mesures drastiques venant du FMI, parce que, souvenons-nous, pendant la transition, nous n'avons pas eu besoin d'emprunter de l'argent. On a fait ça, on a fait une transition avec des fonds propres. M. Bilongo a fait une transition avec des fonds propres. On n'a pas eu besoin d'emprunter de l'argent. Pourquoi le Congo, aujourd'hui, met en place ces mesures qui impactent négativement la population congolaise? C'est pour attendre la fin de l'année. Vous savez qu'est-ce qu'il y aura à la fin de l'année? Dites-nous-le. Eni va exploiter le gaz. Il va commencer en décembre avec 1 milliard et demi de mètres cubes. Et vous savez combien coûte le mètre cube actuellement sur le marché? Au moins 3 $. Donc là, déjà, on a au moins 4 milliards et demi de dollars, pas de francs, c'est pas de dollars. Donc, les 43 millions que le FMI met à disposition du gouvernement congolais, c'est pour permettre au gouvernement congolais de souffler jusqu'en décembre. Parce qu'à partir de décembre, je ne pense plus que M. Sassou Nguesso ait besoin du FMI. Pourquoi? Parce que Eni a 45 milliards de mètres cubes de réserve de gaz naturel au Congo-Brazzaville. Ils ont fait un achat d'un bateau pour venir chercher le gaz et le liquéfier, le vendre à 550 millions. Là, en décembre, ils commencent avec le gaz appartient au Congo. Donc, Eni ne vient que le prendre pour le vendre. Donc, il n'y a plus de problème d'exploitation, de recherche et de développement, ça n'existe plus. Puisque le gaz est là, il existe. Donc là, on part déjà avec 1,5 milliard de mètres cubes de gaz en décembre, à 3 $ le mètre cube. Donc vous voyez déjà que ce ne sont pas les 43 millions du FMI
satisfaire le gouvernement congolais. Donc là, on est déjà dans les 4,5 milliards de dollars. Et à partir de 2024, pendant 9 ans, Eni va extraire 4 milliards et demi de mètres cubes de gaz à 3, disons en moyenne à 3 euros le mètre cube. Le mètre cube. On a au moins, déjà en 2015, on aura au moins 12 000, on aura 12 milliards de dollars, rien qu'avec le gaz. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, Eni est en train de céder tous ses actifs pétroliers pour se recentrer uniquement sur le gaz. Vous comprenez? Rien qu'avec le gaz, en 2 ans, le Congo a remboursé toute sa dette. Rien qu'avec le gaz. Mais Eni se recentre sur le gaz en cédant ses actifs. Donc, c'est pour dire que le Congo est un pays extrêmement riche. Comme je dis, le problème du Congo-Brazzaville, ce n'est pas un problème de projet, ce n'est pas un problème de gouvernement, c'est un problème d'argent. Les gens veulent s'accaparer de cette manne et ne pas la donner à qui de droit, c'est-à-dire au peuple congolais. Donc, c'est une façon de dire que, de toutes les façons, ils auront beau avoir des milliards encore, mais c'est en perspective, vous l'avez bien signifié, on voit très bien les activités d'Eni au Congo et puis aussi le rapprochement aussi hein, c'est toujours le mariage aussi au centre. Hein. Je pense qu'il y a des liens qui se tissent là-dedans au niveau de l'affiliation. Mais même, c'est pour dire que c'est vrai que les nouveaux liens avec Eni augurent de beaux jours pour le Congo-Brazzaville. Mais une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a constaté ça, docteur Nyakassissa, vous êtes médecin, vous avez une idée élevée de ce qu'est l'humanité. Ma question est de savoir qu'est-ce que les Congolais, en tant que tels, peuvent attendre, n'est-ce pas, d'une telle perspective? Est-ce que les gens au pouvoir se diront quand même qu'en regardant derrière toutes les bévues que nous avons eu à faire, mais cette fois-ci, essayons de changer un peu notre agir politique de sorte que l'économie puisse bénéficier réellement aux Congolais qui le méritent amplement. Et c'est dans l'ordre du possible. Nous ne sommes que 5 millions d'habitants. Oui, mais c'est effectivement, mais qui prend les décisions? Ce sont ceux qui ont la légitimité, non, la légalité, pas la légitimité du peuple, ils n'ont pas. Ceux qui ont la légalité au niveau international, c'est ceux qui sont au gouvernement. Donc, c'est à eux, à un certain moment, de changer un peu la politique pour créer une politique inclusive, pour créer aucun Congolais qui soit laissé au bord de la route. Mais vous savez, quand vous voyez qu'il y a des étudiants, par exemple, en Union soviétique, qui meurent. Et là, je ne vais pas dire qu'il y a... C'est même des étudiants qui viennent de la partie nord du pays. Il y a des étudiants qui se défenestrent parce qu'ils n'ont pas de bourse. Mais c'est dramatique pour notre pays. Revenons sur le cas de Eni. Eni va investir 5 milliards de dollars au Congo-Brazzaville. Cet argent-là vient d'où? Est-ce que le gouvernement congolais en a parlé? Est-ce que les chambres parlementaires ont ratifié cet accord? À quoi servira cet argent? Il ira où? Quelle est la part du Congo-Brazzaville? Mais on se retrouve dans un pays qui ressemble à une blanchisseuse. On est dans des cas de blanchiment d'argent sale. Parce que cet argent d'Eni, nous ne savons pas d'où il vient. Comment voulez-vous venir investir le budget de tout un pays sans qu'on sache d'où vient cet argent? C'est le budget de l'année, pratiquement. Ça fait quoi? Ça fait 2500 milliards de francs CFA. Mais d'où vient cet argent? On a l'impression que ce sont les mêmes qui ont volé les 28 milliards
de dollars, c'est-à-dire les 14 000 milliards des générations futures. Mais comme maintenant, au niveau à l'extérieur, il est beaucoup plus difficile d'investir ces sommes d'argent, mais on est en train de refaire du recyclage de l'argent sale au Congo-Brazzaville. C'est ça notre drame. Mais cet argent-là ne va pas à la population. Mais comment est-ce qu'on a fait, nous autres, là, pour arriver. Bon, il y a toujours des cas. Moi, je prends mon cas. Je suis docteur en médecine, gynécologue obstétricien. Mais je n'ai jamais payé quoi que ce soit pour ma formation. C'est toujours l'État congolais qui a payé pour moi. Mais qu'est-ce qui fait que maintenant qu'on a beaucoup plus d'argent, qu'on n'arrive plus à faire ce genre de choses? On n'est que 5 millions. Moi, je n'ai jamais payé quoi que ce soit. Vous voyez? C'est dramatique. C'est là où on se dit que le problème du Congo, c'est un problème d'argent. Et ça va s'amplifier. En 2024, on aura encore et encore beaucoup d'argent. Comment est-ce qu'une firme comme Eni se décharge de ses actifs pétroliers pour se consacrer uniquement sur le gaz? Et là, ils ont dit que les réserves étaient à 100 milliards de mètres cubes, Eni à 45 milliards, donc probablement total à 55 milliards, mais qui n'ont pas encore commencé à exploiter. Mais il y a une organisation internationale qui a dit que les réserves de gaz au Congo sont à peu près de 3 000 milliards. Vous comprenez? Sont à peu près de 3 000 milliards. Alors, de quoi on parle? De quoi on parle? Alors, non, je comprends. Les Congolais le comprennent très, très, très bien. Alors, docteur Miakasissa, ma question à vous, c'est celle-ci maintenant, là. Est-ce qu'il y a une volonté, je pense, c'est un peu naïf de ma part, on dira, une volonté manifeste des gens au pouvoir au Congo-Brazzaville? Il y a cette expression qui revient souvent, de détruire le pays. C'est-à-dire, le font avec toute leur conscience que peut-être que M. Denis Sassou Nguesso se dit qu'écoutez, les Congolais, en réalité, ne m'ont jamais élu, donc ils ne m'aiment pas. Et moi, je ne les aime pas non plus. Mais en tout temps, j'ai le pouvoir entre mes mains et j'en fais ce que je veux. Parce que sur le plan de développement, M. Miakasissa, il n'y a pas longtemps, l'équipe gouvernementale s'est retrouvée en Côte d'Ivoire, où M. Denis Sassou Nguesso a été fait roi là-bas. Mais entre-temps, le maire d'Abidjan, je pense, devant tous les membres du gouvernement qui faisaient partie de la délégation, a égrené un après l'autre les projets qui ont été réalisés par le gouvernement de M. Ouattara, qui est aussi un autre dictateur, on ne se le fait pas dire, mais qui en 10 ans a présenté à M. Denis Sassou Nguesso ce qu'ils ont fait en 10 ans. Et M. Denis Sassou Nguesso a 40 ans de pouvoir. C'est quoi votre point de vue par rapport à cela? Vous savez, tout ça a été théorisé. Quand ils sont arrivés, ils ont dit, on a gagné la guerre militaire, maintenant il faut gagner la guerre économique. C'est un colonel qui l'avait dit, paix à son âme, mais bon, voilà. Ils ont gagné la guerre militaire, maintenant il faut gagner... Et quel colonel? Dites-le, même si c'est paix à son âme, d'accord, on a les Congolais envie de savoir qui l'avait dit. Parce que les propos prononcés par ceux qui ne sont plus avec nous, souvent... Non, il pourra plus se défendre si je le dis. Mais je dis, c'est un colonel qui l'a dit, nous avons gagné la guerre militaire, maintenant il faut gagner la guerre économique pour mieux asservir ce peuple. Okay. Pour revenir sur l'histoire de la Côte d'Ivoire, parce que le débat, il doit toujours être contradictoire. Quand quelqu'un est mort, il ne faut pas lui imputer quelque chose, la personne ne pourra plus se défendre. Donc, c'est un peu malsain. Le Congo a prêté 100 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire. Et au même moment que le Congo avait prêté 100 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire,
La Côte d'Ivoire était en train d'inaugurer des centres commerciaux quand le fils de Denis Sassou Nguesso allait inaugurer un petit marché à Pointe-Noire. Vous savez comment sont nos petits marchés, hein? C'est nous qui avons prêté 100 milliards à la Côte d'Ivoire, qui inaugure les centres commerciaux, les malls, par le commerce, pendant que nous, qui avons prêté, allons inaugurer les petits un petit marché. Non, ce n'est pas sérieux. Mais je pense que c'est une absence de vision. Mais il n'est pas trop tard, comme je dis Juste une toujours. absence de vision, vous pensez? Je vous Mais reprends oui, là-dessus parce que plaçons bien les mots là. c'est une Absence de absence de vision, vision qui s'accompagne d'une absence de volonté. Ah, de volonté, d'accord, ok. Absence de Voilà. vision, absence de volonté, C'est c'est une différent. absence Je de vous laisse vision continuer, qui docteur Mac. s'accompagne d'une absence de volonté. Parce que, comme on dit, le tout, ce n'est pas vivre, ce n'est pas que vivre, mais c'est l'impact qu'on a eu vis-à-vis de ses concitoyens. Qu'est-ce qu'on va laisser? C'est ça qui fait la grandeur des hommes politiques. C'est pas se balader, faire le tour du monde, payer, porter des très beaux costumes, aller dans des conférences, vouloir mordicus organiser la conférence des 3 bassins en octobre au Congo, quand on n'arrive même pas à gérer une épidémie à Dolisie. Vous trouvez ça normal, hein? On n'arrive même pas à balayer devant sa porte. On n'arrive même pas à gérer une épidémie à Dolisie, mais c'est, excusez-moi, mais c'est la folie des grandeurs. On veut paraître. C'est de la politique spectacle à laquelle on assiste au Congo. Mais je pense que, comme on l'a toujours dit, il faut qu'on se retrouve, il faut qu'il y ait ce dialogue national inclusif, il faut qu'il y ait le retour des exilés, la libération des prisonniers politiques, il faut qu'ensemble, nous prenions des décisions fortes, un compromis historique pour remettre le Congo-Brazzaville sur le chemin de nation civilisée. Sinon, Oui, docteur oui, Miakassissa, je l'entends bien, c'est tout à votre honneur quand on entend ce que vous dites, et vous l'avez dit d'ailleurs aussi dans de nombreux articles que vous avez eu à écrire. Hein. D'accord, vous avez écrit par exemple Congo-Brazzaville, le dialogue national inclusif est une nécessité impérieuse. Mais est-ce que vous ne prêchez pas dans le désert? Est-ce que je ne presse pas. ce régime-là peut penser un peu à une petite seconde à une telle perspective? Est-ce que Non, mais en place? je ne presse pas dans le désert parce qu'on ne gouverne pas contre son peuple. Et nous, nous sommes des militants engagés. Ben, certains diront, nous sommes des hommes politiques, mais on ne peut qu'être optimiste. Le pessimiste, ce n'est pas pour nous. Si vous dites déjà au peuple que vous ne pouvez pas le faire, on ne va pas vous croire. Hein? Je pense que, comme on dit trivialement, vaut mieux viser la Lune pour atteindre au moins les étoiles. Mais je pense que la sagesse fera que l'on se retrouve. Au Congo-Brazzaville, il y a des Congolais, on a des adversaires politiques, on a des différentes visions de voir un peu comment est-ce que gouverner ce pays, mais il n'y a que le peuple qui tranchera à la fin, qui dira j'accorde mon vote à un tel ou un tel par rapport au projet politique qu'il propose. Il n'y a pas d'ennemis au Congo-Brazzaville. Nous, on n'a pas d'ennemis au Congo-Brazzaville. Nous avons des adversaires politiques. Mais on peut discuter. Oui, une fois de plus, docteur Miakassissa, vous avez des adversaires politiques, ce serait ça la chose, mais les autres, je pense qu'ils ont des ennemis politiques là. Ils ont des ennemis politiques. Les autres, je veux dire ceux qui sont au pouvoir, parce que, ben, écoutez, qu'est-ce que vous pensez qu'un Dominique Okemba qui a déclaré au vu de tout le monde, nous avons tué dans le pool et le ciel n'est pas tombé. Je ne sais pas si ces gens-là mesurent la hauteur et la profondeur de la rhétorique qu'ils utilisent, des mots qu'ils prononcent et de l'impact de ces mots, donc historiquement parlant. C'est quand même trop grave de se ça relève la bêtise humaine, c'est pas digne d'un homme politique
le marché sur les cadavres, comme il y a eu la guerre du 5 juin 1997 qui a fait au moins 400 000 morts, c'est pas en marchant sur les cadavres qu'on arrive sur le trône, mais c'est par le bulletin de vote, c'est par l'adhésion de la population. Vous savez, un homme politique n'exerce le pouvoir que par délégation. Alors, comme j'ai toujours l'habitude de dire, quand on voit le mot délégation, on peut le scinder en deux. Il y a délai. Donc, on vous confie un pouvoir pendant un certain temps, pendant un délai. Voilà. Donc, on dit 5 ans, renouvelable 5 ans. Donc, 10 ans. C'est le délai qu'il faut, qu'il est imparti. Parce que le Congo est au-dessus de nous. Et au Congo, il y a beaucoup de talents. Donc, chacun de nous peut apporter sa pierre à l'édifice. Et deuxièmement, quand on voit délégation, il y a le mot gué. Donc, quand le peuple vous confie ce pouvoir-là, il vous le confie en toute quiétude, parce qu'il a confiance en vous, parce qu'il a confiance au projet que vous lui avez apporté. Voilà. C'est pour ça que nous faisons de la politique. C'est pour changer la vie de nos concitoyens. Docteur Mekassissa. Oui. À vous entendre, je suis très heureux de vous entendre dire ça parce que les démocraties, il y en a. Des gens qui ont une haute idée de ce que peut être le Congo-Brazzaville, il y en a beaucoup. Mais quand je vous entends parler, j'ai l'impression d'entendre parler Pascal Lissouba également, à qui on a condamné par la suite d'avoir voulu faire la démocratie dans le sens plein du terme et que le Congo n'était pas prêt pour cette forme de démocratie, quand bien même en 90, 92, on avait manifesté cette volonté-là. C'est un état d'esprit quand même aussi. Et cet état d'esprit, docteur Mekassissa, je vous donne ces éléments-là pour que vous nous donnez votre point de vue. La stratégie des hommes au pouvoir, je pense qu'elle est tout à fait haute parce que les gens qui sont nés en 97, ils ont quel âge aujourd'hui? Je pense qu'ils ont un demi-siècle, non, le quart d'un siècle aujourd'hui. Alors, et puis quand vous avez aussi abordé beaucoup les questions liées à l'éducation, mais vous savez très bien que vous l'avez cité vous-même aussi, vous allez nous bien le dire, un sage chinois qui avait dit qu'écoutez, pour faire la guerre ou bien détruire un pays, on n'a pas besoin de faire la guerre. On n'a pas besoin de faire la guerre. Tuez simplement l'éducation et vous verrez le résultat. Vous voyez? Donc, quand je vous dis ça, c'est tout simplement que le régime, avec son agir politique, sa façon d'être, a dû peut-être aussi imprégner quand même une bonne partie de la population qui ne comprenait pas les choses comme vous et moi le comprenons aujourd'hui. Mais vous pensez que la conversion des marxistes-léninistes qui sont là à la démocratie, vous pensez que c'était par conviction ou par pur opportunisme? C'était encore une autre façon de s'approprier le pouvoir. Mais cette théorie, quand je parle de la Ligue du Nord, c'est pas pour jeter le l'opprobre à tous nos compatriotes du Nord, qui aussi, au Nord, il y a des départements délaissés de la République, en dehors de certains où se concentre la plus grande partie des infrastructures. Mais il y a les caciques du PCT qui ont dit que nous ne sommes pas nombreux dans ce pays. Donc, démocratiquement, par la voie des urnes, parce qu'ils pensent le pouvoir pas comme étant un débat d'idées, mais par rapport à la tribu, nous n'arriverons jamais au pouvoir. Donc, il faut que nous soyons armés pour pouvoir mater les autres et être au pouvoir. Monsieur Denis Sassou Nguesso, ne l'oublions pas, c'est un général de corps d'armée. Ce n'est pas un général de corps d'armée. Florent Tiba, son directeur de cabinet, ce n'est pas un général. Le ministre de la Défense, ce n'est pas un général. Donc, nous avons des militaires au pouvoir au Congo-Brazzaville. Nous avons des militaires qui ont laissé la tenue militaire pour la tenue civile, mais ce sont des militaires au Congo-Brazzaville. Ben oui, absolument. Et ces gens-là ont une histoire. Comme je dis, si aujourd'hui les gens parlent de l'apathie du peuple congolais, c'est que, comme je dis, entre guillemets, le peuple congolais a été castré. Quand il y a eu des assassinats politiques avec des coups révolutionnaires, les Kangila, les Misélé, les Doudinganga, les Misélé, tout le consort. Ouais, tous ces gens-là qui sont morts
Mais est-ce que ça a changé quelque chose aujourd'hui? Ça n'a rien changé. Vous comprenez? Donc, ce sont des gens qui règnent par la terreur. Mais nous, on n'a pas le droit d'avoir peur. Mais qu'est-ce que ça n'a pas le droit d'avoir peur? Parce que moi, je n'ai qu'une voix. Et ma voix doit être entendue. Monsieur Georges, vous avez une voix. Monsieur David Londi aussi a une voix. Voilà. Mais c'est ce que Mandela a amené. One man, one vote. Nous ne pouvons pas transiger sur, qu'on appelle ça, sur l'intégrité des personnes, sur nos individualités, sur nos personnalités. Ça, nous ne pouvons pas transiger. Nous sommes dans une république, res publica, la chose commune. Vous savez, je dis toujours, nous avons le Congo en partage. Monsieur Denis Sassou Nguesso n'a pas reçu le Congo en héritage. Nous avons le Congo en partage. Et après nous, d'autres Congolais viendront pour continuer à construire ce pays. Vous savez, nous sommes dans un projet. Qu'est-ce qui caractérise un projet? C'est l'incertitude. Voilà. Là, nous sommes dans les incertitudes, mais nous sommes en train d'apprendre. Nous étions partis avec peu d'informations, mais maintenant on se rend compte qu'on a beaucoup d'informations. On se dit, mais et comment ça se passe en France? Bon, bien que la France aussi, bon. Mais comment ça se passe aux États-Unis? Comment ça se passe en Allemagne? Mais pourquoi nous ne le ferons pas? Comment ça se passe en Italie? Mais pourquoi nous ne le ferons pas? Et c'est pour ça qu'on se bat. Donc, un homme politique ne doit pas être défaitiste. Le pessimisme, ce n'est pas pour nous, on doit toujours être optimiste. Mais moi, je suis conscient et je sais qu'on ira vers ce dialogue national inclusif pour pouvoir donner la chance à ceux qui le peuvent, pas M. Nekasissa. Si aujourd'hui, le peuple congolais ne veut pas donner son suffrage à M. Nekasissa, M. Nekasissa ira faire autre chose. Mais ça me ferait plaisir de vivre dans mon pays et de me balader librement parce que je suis chez moi et de voir que le Congo que nous avons vécu dans les années 77, dans les années 70, nous pouvons faire mieux puisque nous avons beaucoup plus de richesses. Monsieur Nekasissa, Monsieur Macky Sall est venu à Brazzaville. Il est venu à Brazzaville pour prendre conseil auprès de son doyen que Ouattara avait dénommé l'empereur, enchéri par l'ancien président de la Guinée, Alpha Ouma, comment on l'appelle? Alpha Condé. Alpha Condé. Alors, je reviens sur le Sénégal. Le Sénégal est confronté à une certaine difficulté politique chez lui, est venu prendre conseil chez M. Denis Sassou Nguesso et tout le monde a montré à penser que finalement, le conseil qu'il a certainement reçu de Denis Sassou Nguesso n'a pas marché. Il a dit qu'il ne se représenterait pas pour le 3e mandat, qu'il recherchait pourtant avec beaucoup d'énergie, on l'a vu. Le peuple sénégalais par rapport au peuple congolais, docteur Biakassissa, est-ce qu'on peut dire que le peuple sénégalais a tellement été jaloux de sa démocratie qu'il a tout fait pour que M. Macky Sall ne fasse pas comme M. Ouattara en Côte d'Ivoire et M. Denis Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville et beaucoup d'autres également. Si maintenant vous vous adressez au peuple congolais par rapport à ce qui se passe au Congo, et par rapport surtout à leur patrimoine, ils sont dans la pauvreté la plus rampante, on l'a dit, les éléments existent bel et bien là-dessus. Que diriez-vous aux Congolais sans les envoyer à l'abattoir? Comment est-ce que, et puis M. Denis Sassou Nguesso n'est pas prêt à quitter le pouvoir de toutes les façons, hein? On ne va pas envoyer les Congolais à l'abattoir. Pourquoi nous sommes dans cette situation? Une façon de parler, hein? Oui, non, mais je comprends. Pourquoi nous sommes dans cette situation? Parce qu'il y a quelqu'un qui a mis à mal le vivre ensemble. Mais qu'est-ce qui fait le vivre ensemble dans un pays? C'est le respect de la Constitution, tout simplement. Monsieur Denis Sassou Nguesso a une constitution flexible de 1997 à 2002. Après, il a dit
on met en place une constitution de 2002 où il y a un mandat de 7 ans renouvelable une fois. Et Alors, l'âge aussi, hein, l'âge de... l'âge et Il l'âge. y avait deux critères intangibles dans cette constitution, l'âge et puis le nombre de mandats. Qu'à cela ne tienne. Mais qu'est-ce qu'il en fait? Qu'est-ce qu'il a fait en 2015? Il a changé la constitution. Donc, il a violé le pacte républicain. C'est là le problème. Donc, quand on me dit il a violé son honneur aussi, hein, il a violé son honneur aussi. Ah, mais oui, mais bon, mais ça, c'est sa conscience. C'est avec lui. Du point de vue moral, le peuple congolais le repense, mais au niveau de sa conscience, ça, c'est avec lui, je ne sais pas. On peut tout faire sauf sa conscience. Il le dira peut-être un jour. Mais M. Macky Sall n'a qu'à s'en tenir à sa constitution pour faire fonctionner son pays. Je ne pense pas qu'il ait besoin des conseils de M. Denis Sassou Nguesso quand on voit ce dernier. Mais je pense que c'est l'un des seuls démocrates, entre guillemets, démocrates qui est au pouvoir depuis plus de 40 ans d'années cumulées. Hein. 40 ans d'années cumulées. Et quand on sait que nous avons une constitution respectant les règles, même si on est battu, ce n'est pas grave. C'est d'ailleurs le reproche que je fais un peu à notre gouvernement qui avait été élu démocratiquement en 92, quand ils ont dit oui, nous n'avons pas pu organiser les élections. Mais oui, mais on vous a organisé l'élection que vous soyez élu. Mais dès que vous êtes élu, mais pensez déjà à organiser les prochaines pour qu'il y ait cette habitude d'organiser des élections. Bien que la démocratie, ce n'est pas qu'organiser des élections à heure et à date fixe, c'est aussi améliorer le quotidien des Congolais. C'est ça que nous voulons. Je pense que si, en 97, on avait organisé des élections, même si on les avait perdues, même si M. Denis Sassou avait gagné, avec la constitution qu'on avait, il avait 5 ans, renouvelable une fois, il allait partir. Vous comprenez? Donc, c'est le respect des institutions. Comme disait M. Barack Obama, on n'a pas besoin d'hommes forts, nous avons besoin d'institutions fortes. La loi doit rester la loi et nous devons avoir une constitution que tout le monde doit respecter. Qu'on soit élu ou pas, ce n'est pas grave. C'est la vie. C'est le peuple qui décide, le souverain premier. Voilà. Mais moi, je fais confiance au peuple congolais. Et je me dis, on va y arriver. Mais on n'a pas d'adversaire, on n'a pas d'ennemis au Congo-Brazzaville. On travaille avec tout le monde. Hein. Moi, je travaille avec tout le monde. Je travaille avec les gens du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest. On discute. Hein. On a des projets ensemble. Donc, ce sont des réflexions que nous mettons sur la place publique. Aujourd'hui, M. Nekassisa, s'il arrivait que je sois aux affaires, je pense que je serais scruté. Parce que si il y a quoi que ce soit de travers, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Mais je pense que je devrais m'en tenir à ce que j'ai toujours écrit. Hein. Le Congo nous appartient tous et nous sommes là pour le bien-être de nos populations. Il n'y a pas les populations du Nord, du Sud, de l'Est ou de l'Ouest. Nous sommes une nation que nous ne sommes pas encore parce que au Congo, le Congo-Brazzaville en tant que république est une agrégation d'ethnies. Nous n'avons pas une histoire commune actuellement. La seule histoire qui peut être commune pour nous, c'est ces difficultés que nous vivons actuellement pour dire plus jamais ça. Ce ne sera pas la guerre. Plus jamais ça que quelqu'un s'éternise au pouvoir par les armes, tout simplement. Monsieur Mekassissa, on va aller vers la fin de notre émission, mais quand vous dites qu'on n'a pas une histoire commune, bon, c'est peut-être un peu vite dit là, parce que malgré quand même les difficultés que nous avons toujours connues dans l'histoire politique du Congo-Brazzaville depuis les années 59 jusqu'à à une certaine hauteur, hein, pas ce qu'on a connu à partir de 97 ou de 92 quand même. Alors, mais il faut quand même savoir que malgré ces difficultés-là, il y a des gens qui ont dirigé ce pays et qui ont pensé à la nation, qui ont essayé de poser des actes dans ce pays qui étaient de nature à magnifier cette nation-là.
Aujourd'hui, je ne sais pas si ça se chante encore, la levée des couleurs au Congo-Brazzaville. Est-ce que les hymnes des pionniers existent encore? Tout ça, je pense que c'était des éléments assez probants pour essayer de magnifier, n'est-ce pas, cette belle idée de la nation qui n'est pas quelque chose de chimérique, qui est quelque chose à notre portée, si et seulement si les gens avaient la conscience à cela. Alors, peut-être sur la base, oui, allez-y. Je veux revenir, mais ça, c'était beaucoup plus l'éducation civique qui a servi aux membres du PCT pour embrigader la jeunesse. Parce que l'essentiel n'était pas là. Regardez, après Massamba Débat, qu'est-ce qui s'est passé? Toutes les usines ont été détruites, saccagées. Le Congo aujourd'hui n'a aucun outil de production. Voilà. Là, nous sommes dans la propagande. Oui, ça, c'est de la propagande. Et dès la maison, à l'école, actuellement, on doit nous apprendre l'amour de notre pays. Nous savons. Quand je dis que nous n'avons pas une histoire commune, nous n'avons pas une histoire commune. On nous a donné l'indépendance. La seule histoire que nous avons par rapport à notre politique, c'est une histoire sanglante, faite de meurtres, de coups d'État, de vols. Oui, mais docteur Miakassissa, je l'entends très bien, sans vous couper la parole, ce que vous dites est très important certainement, mais il faut quand même dire que c'est pas forcément au niveau de la population que qu'on voit ces choses-là. C'est quand même un groupuscule de personnes. Il faut quand même, ça c'est quand même quelque chose de très important, docteur Miakassissa. Il y a un groupe de personnes qui se sentent accaparées, qui se sont incrustées dans les années du pouvoir et qui s'expriment de cette manière-là et qui prend toute la population en otage quand même. Oui, mais c'est ce groupe-là, effectivement, qui ne représente pas la totalité de la région septentrionale, qu'on appelle la Ligue du Nord, puisque M. Ito Bruno, ministre des Hydrocarbures, l'a dit, nous n'avons pas encore fini, nous allons encore rester. Mais dans une république, ce ne sont pas les choses qu'on voit. C'est le peuple qui décide. Mais eux, ils sont là par la force des armes. Même quand on voit au niveau des nominations. Voilà. Dernièrement, j'ai été surpris, M. Sassou Nguesso a nommé, je ne sais pas si c'est lui, ils ont nommé 7 préfets. C'est bien. Mais sur les 7 préfets, il y avait 6 Mossi et 1 du Quilou. Non, mais soyons sérieux. Nous reviendrons là-dessus, hein, sur notre prochain débat, Dr. Miakassissa. Nous reviendrons en profondeur là-dessus. On ne peut pas laisser sur le bord de la route une partie de la population. Vous savez, les talents, il y en a partout. Il y en a au nord, à l'est, à l'ouest, au centre du Congo. Les Congolais sont très talentueux. Ça, il ne faut pas hésiter. Même quand on dit, oui, on a besoin de la diaspora, notamment, je vais parler, par exemple, je parle à la médecine. Dire, oui, mais ça ne marche pas parce que nous ne sommes pas bien formés. Mais docteur Mekessa a été formé où? Je viens de l'INSA. J'ai été formé au Congo. Et vous savez, il y a quelque chose en médecine. C'est l'article 69 du Code de santé publique ici en France qui dit que l'exercice de la médecine est personnel. Le médecin est responsable de ses actes. Donc, ce n'est pas parce que vous venez de la diaspora que forcément vous avez l'expertise qu'on attend de vous. Non. Voilà. Même sur place, je pense qu'au Congo-Brazzaville, nous avons des confrères qui sont brillants, qui peuvent faire des choses. Mais le seul problème, c'est celui d'avoir accès au poste de responsabilité. Parce que quand vous n'avez pas accès au poste de responsabilité, vous ne pouvez pas imprimer votre marque. Très bien, nous reviendrons là-dessus. D'ailleurs, on va terminer là-dessus. Monsieur Mémy Collard, aussi après aussi l'intervention, la sortie, Monsieur Armand Mandiono, qui a, n'est-ce pas, mis cette question, ben, c'est pas qu'on en a parlé, on n'en parlait pas, mais qui a remis cette question du tribalisme sur la table, repris par M. Mémy Collard et tout dernièrement aussi Mme Clarisse Aquala, qui est en Allemagne, aussi a fait une belle émission là-dessus en posant
des problèmes avec pertinence, et ça vaut la peine. Ça vaut la peine d'en parler pour éviter les amalgames, pour essayer de mettre sur la table une approche beaucoup plus systématisée de cette question du tribalisme au Congo-Brazzaville. Ah, ça sera la prochaine, n'est-ce pas, le prochain sujet à notre table, docteur Miakasissa, puisque vous-même, vous avez écrit un article là-dessus. Alors, un dernier mot pour deux petites secondes avant de conclure notre émission, docteur Miakasissa. Non, je pense plus que la résolution de cette crise sanitaire à Dolisie et que le gouvernement mette en place des moyens. Je pense que on peut faire, on peut décaisser l'argent pour pouvoir redonner la santé à nos compatriotes de Dolisie. Ça peut se faire. Et le corps médical, paramédical, même toute la population peut tous se mobiliser pour que cette situation soit derrière nous. Et je pense qu'on peut le faire parce que il y a des talents, on a l'expertise et on peut faire en matière de ressources humaines, on peut faire ce genre de choses. C'est pas quelque chose de dramatique, d'autant plus que ces maladies, on les soigne au quotidien. Là, le seul problème, c'est que c'est une épidémie, donc c'est un nombre de cas un peu plus important localisé dans une contrée qui donne un peu cet aspect un peu dramatique de la situation. Mais sinon, on est en mesure, en capacité de gérer tout ça parce que j'espère qu'il y a les structures de riposte des catastrophes, notamment des crises sanitaires au niveau du ministère de la Santé, vont se mettre en route pour Dolisie, pour pouvoir apporter un peu de réconfort à nos compatriotes de Dolisie. Très bien. Nos compatriotes de Dolisie, nos compatriotes du Congo-Brazzaville, on va s'arrêter par là en disant ceci, que les Congolais ont la ressource humaine et les Congolais ont la ressource financière également pour pouvoir faire face à des réalités difficiles comme celles que nous vivons en ce moment à Dolisie. Mais n'oublions pas qu'une autre réalité aussi très difficile, c'est la pauvreté qui, n'est-ce pas, en fait, qui enserre tout le monde au Congo-Brazzaville. Et nous voulons dire ceci, que les Congolais ont à prendre leurs responsabilités. Le cadre institutionnel, le cadre juridique leur donne suffisamment de la latitude, n'est-ce pas, pour demander des comptes à ces personnes à qui ils ont chargé, n'est-ce pas, de gérer leur patrimoine financier et de leur patrimoine économique. Et une économie bien gérée, des finances bien gérées, c'est de bien-être qu'on donne aux Congolais de Brazzaville, qui le méritent et qui le méritent amplement. Merci de nous avoir suivis autour de cette un dernier mot, le gros problème qui se pose au Congo, c'est le problème de la redistribution des richesses nationales. Absolument, absolument. On l'a bien compris, la redistribution des richesses du Congo. Et je vais terminer par ce chiffre-là, donné par un expert très abouti de ces questions-là, et vous l'avez repris, docteur Miakasissa, depuis 2001 jusqu'à 2022-23 pratiquement, le Congo a eu à gérer, n'est-ce pas, 133 000 milliards de francs CFA, ce qui est une somme exorbitante et qui pouvait faire du Congo-Brazzaville parmi les États les plus développés en Afrique centrale, si ce n'est en Afrique au sud du Sahara d'une manière générale. Mais on ne l'a pas vu. On construit des routes, certainement, on construit des immeubles, certainement, on construit des choses, mais on a oublié de construire le Congolais. Le Congolais reste toujours dans cet état d'inconstruction. Et ça semble être une volonté manifeste des gens qui sont au pouvoir de ne pas construire le Congolais. Que valent les constructions des routes et des aéroports au corbeau, comme on le dit, des hôpitaux qu'on n'a pas vus, à côté des personnes qui sont complètement pauvres, incapables d'utiliser, de payer un billet d'avion, par exemple. Ce serait bien qu'on développe le Congo-Brazzaville, l'aménagement du territoire. Ce serait formidable que dans chaque région, il y ait un bel aéroport.
Mais quand les Congolais ne peuvent pas payer un billet d'avion, à quoi bon ça sert? C'est des aéroports qui tournent complètement en déficit. Donc, construisons le Congolais, et je suis très content, docteur Miakasissa, de votre optimisme. Vous êtes très optimiste, et c'est ça, c'est une bonne chose. On se retrouve donc la prochaine fois pour une autre émission autour de cette question, n'est-ce pas, du tribalisme au Congo-Brazzaville, avec le docteur Miakasissa, et on verra si on pourra trouver d'autres personnes pour nous accompagner. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Merci beaucoup pour l'invitation, monsieur Georges Goma. À très bientôt. À très bientôt. Merci. Allez, au revoir. Au revoir.